Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est la solution qu'on recherche, puisque ni la chirurgie de destruction, ni les traitements médicaux est suffisante? Et la réponse est oui. Il suffisait d'utiliser des stimulateurs qui existaient pour la douleur, et en particulier pour stimuler la moelle épinière, des électrodes qui existaient aussi pour essentiellement la moelle épinière. On n'avait pas besoin à l'époque de demander des autorisations pour utiliser les choses à autre chose que ce qui était la destination initiale. Donc j'ai eu toute liberté de pouvoir tester toutes ces conditions, et on s'est aperçu qu'effectivement à 50 Hz on excite toujours les structures, et en particulier ça n'a pas d'effet dans le cas particulier, alors que quand on est à 100, et maintenant des stimulateurs qui montent un peu plus haut, à 130 Hz, eh bien on inhibe, c'est-à-dire on fait comme si on détruisait, mais c'est réversible. Alors vous me direz, pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 5000? Bien, sur la courbe d'avant, vous avez vu qu'il y a un plateau, et cet effet, ensuite, il est total, on ne peut pas l'augmenter, donc ce n'est pas la peine de perdre de l'énergie, notamment de la durée de vie des piles, en stimulant à 1000 Hz, alors que le minimum en dessus duquel c'est pas mieux, eh bien c'est 130 Hz qui est devenu la fréquence universellement utilisée par tous ceux qui utilisent cette méthode. Alors, où est-ce qu'on en est de l'utilisation de ça? Maintenant, la maladie de Parkinson, par exemple, le thalamus, vous avez vu, je vous redonne une vision de ce malade-là, qui est un jeune parkinsonien. Au passage, on voit qu'on n'a pas besoin d'être très vieux, et il est très gêné par ce tremblement. Mon ami et collaborateur à l'époque, Pierre Pollack, qui était le neurologue, lui donne un aimant, on met en marche le stimulateur juste en mettant l'aimant sur la peau, et le tremblement s'arrête, et puis on peut lui faire tous les tests que les neurologues aiment bien, et qui montrent que le malade va bien, et en particulier pour écrire. Comme on savait que pour d'autres raisons et dans d'autres circonstances, des gens avaient fait des lésions dans le pallidum, dont je vous ai dit que ça ne marchait pas forcément bien, eh bien on s'est senti autorisé sans autre précaution à le faire chez les malades parkinsoniens. Alors ça, c'est un malade parkinsonien qui a des mouvements dus à la DOPA, la complication du traitement médical. Et si vous lui mettez des électrodes dans le pallidum, eh bien, pof, voilà, ça arrête ces complications du traitement médical. Et il faut en plus opérer des deux côtés, parce que vous voyez que là, l'effet de la mise en marche d'une stimulation du côté gauche est très bonne pour le côté droit, mais le côté gauche, c'est pas permanent, donc il faut opérer des deux côtés. En 1990, le laboratoire à Johns Hopkins, animé par Malone DeLong, qui a partagé avec moi le prix Lasker, avait travaillé sur les noyaux gris centraux et avait montré chez le singe qu'il y avait un noyau qui s'appelait le noyau subthalamique, un tout petit noyau que vous voyez ici, qui tire son nom du fait qu'il est en dessous du gros noyau qu'est le thalamus, et c'est un carrefour considérablement important, parce que finalement c'est un endroit où toutes les voies de passage se croisent et vont être redistribuées. Et il a montré très joliment un modèle d'organisation de ça, et c'est pour ça qu'il a eu le prix, et moi j'ai eu le prix pour avoir mis au point la stimulation cérébrale. Donc, ils travaillaient là-dessus, ils ont publié un petit article dans Science qui fait juste une colonne, disant, chez des singes à qui on a donné du MPTP, qui est un toxique, qu'on retrouve un peu dans certaines cuisines extrême-orientales, c'est-à-dire au Japon, ou qu'on retrouve aussi dans des pesticides et dans la roténone qu'on vaporise sur les cultures, eh bien, si vous avalez ça, vous devenez éventuellement parkinsonien. À ce propos, récemment en France, le Parkinson est devenu maladie professionnelle chez les agriculteurs, et comme on a un système qui est large, même les agriculteurs qui n'utilisent pas le roténone, quand ils deviennent parkinsoniens, ça devient une maladie professionnelle. Donc c'est un modèle qui est utilisé, et il l'utilisait chez le singe. Les singes devenaient parkinsoniens par lésion
de la substance noire et de la dopamine, et il avait montré que si on faisait une destruction du noyau subthalamique, eh bien on avait une disparition des symptômes. Ils ont publié ça comme ça, et nous on s'est dit, et normalement un chirurgien a même eu un papier dans le numéro d'après de quelqu'un qui a dit c'est très beau tout ça, mais personne n'osera jamais aller faire des lésions dans le noyau subthalamique, parce qu'on sait que quand vous avez une hémorragie dans le noyau subthalamique, ça déclenche ce qu'on appelle des hémibalismes, qui sont un peu comme les dyskinésies, mais très violentes, au point que parfois ça épuise les malades et que parfois ça en tue. Donc nous on s'est dit, on a une autre méthode qui est réversible, qui est la stimulation, pourquoi pas l'essayer dans le noyau subthalamique. À ce moment-là, on avait des comités d'éthique qui commençaient à fleurir, donc on a demandé autorisation, on l'a obtenue, et on a implanté des malades qui étaient des parkinsoniens sévères, qui avaient des dyskinésies induites par la dopa, et on leur a mis une électrode dans le noyau subthalamique, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est un malade avant l'intervention. Vous voyez, il ne peut pas se lever tout seul. Il est sur la pointe des pieds. C'est ce qu'on appelle les dystonies de la période off médicaments. Il n'est pas rasé, il ne se brosse pas les dents. Notre collègue Patricia Limousin est obligée de le lever parce qu'il n'est pas capable de se lever tout seul. Voilà, après l'intervention, sans médicaments, opéré des deux côtés. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire. On ne va même pas le voir se lever parce qu'il le fait tout à fait normalement. Il marche, il fait le demi-tour sans le décomposer. Et c'était juste avant le congrès de Vienne sur les mouvements anormaux pour nous montrer et nous faire un petit cadeau. Il a fait un pas de valse, ce qui a été très bien reçu au congrès de Vienne. Donc on récupère complètement une motricité normale dans la maladie de Parkinson si on a l'électrode au bon endroit. Quand elle n'est pas au bon endroit, on n'a pas, bien évidemment, ça. Donc, dans ces trois cas, pour la maladie de Parkinson, on a trois cibles, le thalamus, le pallidum, le noyau subthalamique, qu'on stimule à haute fréquence pour les inhiber. Et là, on a une IRM de contrôle où on voit les deux électrodes dans le noyau subthalamique à 130 Hz. Un certain nombre de malades parkinsoniens développent ou ont très tôt un autre symptôme qui s'appelle freezing of gait, le gel de la marche, c'est-à-dire que les gens, ils marchent déjà à petits pas, et puis soudain, ils ont les pieds collés au sol, et ils vont tomber. Ils vont tomber parce qu'ils ne peuvent plus rattraper leur centre de gravité. Et ça ne répond pas à la dopa, et ça ne répondait pas à d'autres, et ça répond très mal à la stimulation de STN parce que c'est un mécanisme différent. Par contre, un jeune collègue du Bangladesh, qui en fait est professeur à Oxford, Tipu Aziz, qui travaillait sur ces mêmes modèles, qui s'était fait doubler, et il a montré par ailleurs qu'il y a un petit noyau qu'on voit ici. Vous voyez, s'il est tout petit, il est complètement dans le tronc cérébral, en dessous de foramen magnum, etc., qui s'appelle le noyau pédoculo-pontin, dont la structure est très compliquée, qui est un noyau cholinergique et qui dégénère. C'est un noyau qui dégénère du fait de la maladie, alors que le noyau STN, il est là et il joue un rôle important, mais il n'est pas touché par la maladie. Tandis que le noyau PPN, qui règle la marche, eh bien, il dégénère. Et quand il dégénère, ce qui n'est pas toujours le cas chez les Parkinsoniens, il crée ces troubles de la marche. Donc, il avait montré ça, et il a opéré ces malades, parce qu'il est neurochirurgien aussi, et il les a opérés, en toute logique, de manière à exciter ce noyau qui dégénère, et non pas à l'inhiber encore plus, donc stimulant à basse fréquence, à 25 Hz. Et voilà ce que ça donne. Voilà un malade ici qui a déjà été opéré dans STN. En fait, c'est celui qui correspond à ça. Ça marche très bien sur sa kinésie rigidité, mais il a des troubles de la marche. Vous voyez là, en plus, on crée en mettant des obstacles et il finit par se casser la figure. Et le stress, etc., les fait tomber. Si vous stimulez le noyau pédoculo-pontin, ben voilà ce qui se passe. Le malade marche normalement. Donc on voit que l'intérêt de cette stimulation cérébrale profonde, si on l'utilise à haute fréquence, elle sert à inhiber
des structures qui ont un contrôle sur l'activité, ou elles servent à exciter des structures qui sont en train de faiblir, ne serait-ce que parce qu'elles sont en train de dégénérer. Alors, à partir de ça, on a commencé à ouvrir la technique et à l'appliquer à d'autres situations, et Dieu sait s'il y en a, et en particulier, voilà un jeune garçon qui avait une anomalie du gène DYT1 qui crée une dystonie, comme vous le voyez, progressive. Hein. C'est à peu près au début de l'adolescence qu'on voit apparaître, il tombe à l'école et tout, puis vous voyez ce garçon, il a l'incapacité de se servir de ses jambes, et on l'a opéré dans le pallidum. Je dis on parce que c'est pas qu'une découverte grenobloise, en particulier mon collègue et ami Andrés Lozano à Toronto a beaucoup travaillé là-dessus. On savait que dans le pallidum, il y avait des zones qui permettaient d'agir sur la dystonie, et on s'est mis donc à stimuler le pallidum à haute fréquence pour inhiber, et voilà ce que ça donne chez ce même garçon. Et ça, c'était quelques mois après. Il fait du vélo, il a encore des chaussures à tige parce qu'il avait encore une torsion du pied qu'il récupère dans le temps. En plus, ce garçon a été, quand on m'a donné le breakthrough aux États-Unis il y a 3 ans, il a été invité et il m'a remis le prix lui-même. C'était très, très, très émouvant. On avait des raisons de penser qu'on pouvait être efficace sur la dystonie dans d'autres noyaux. En fait, c'est le cas, et en particulier dans le noyau sous-thalamique dont on vient de parler. En France, j'ai pas eu beaucoup, j'en ai opéré 6 avec de bons résultats. Ça n'a pas déclenché l'enthousiasme des foules chirurgicales. Par contre, un de mes collègues à Shanghai, Bo Min Soon, qui était venu nous visiter, a dit « Ah, ça c'est intéressant », et il a une belle série maintenant, et voilà une malade de Shanghai, et puis on peut mélanger les deux cibles. Cette dame-là, la voilà, elle est couchée, elle était incapable de sortir de son lit, et vous allez la voir en train de marcher dans la rue à Shanghai, on la voit ici aussi, et puis elle va même faire du vélo en sens interdit, mais en Chine c'est pas gênant, et avec une efficacité considérable. Donc vous voyez déjà un élément que j'introduis, qui est qu'une même maladie, on peut obtenir des effets équivalents en intervenant sur 2 cibles différentes, le STN et le GPI. Alors pourquoi? On pourra en discuter, puis on peut cumuler les effets quand c'est nécessaire, en mettant plusieurs électrodes dans plusieurs cibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.